20 septembre 1066. Le marécage de Fulford près d'York. Deux armées se font face dans la brume matinale. D'un côté, Edwin de Mercie et Morcar de Northumbrie avec leurs 5000 hommes. De l'autre, Harald Hardrada, le dernier grand roi viking, accompagné du traître Tostig et de 6000 guerriers norvégiens. Les Anglais attaquent en premier, mais ce qu'ils voient les glace d'effroi. Les Vikings se placent épaule contre épaule, leurs boucliers ronds se chevauchant comme les écailles d'un dragon. Un mur compact, presque vivant, qui avance lentement vers eux. C'est le Skjaldborg. Le mur de boucliers, la tactique qui a fait trembler l'Europe pendant 3 siècles. Le choc est brutal. Les haches anglaises rebondissent sur cette muraille mouvante. Les lances glissent entre les boucliers, mais trouvent rarement leur cible. Et soudain, après avoir absorbé la charge, le mur se met en mouvement. Les Vikings poussent de toute leur force, utilisant leurs boucliers comme des béliers. La première ligne anglaise vacille, recule. Puis c'est la débâcle. Acculés contre le marais derrière eux, les soldats d'Edwin et Morcar se font massacrer. Ceux qui tentent de fuir s'enfoncent dans la boue et se noient. En 1 heure, 2 des 7 grands royaumes anglo-saxons sont décimés. 5 jours plus tard, Harald Hardrada mourra à Stamford Bridge. 3 semaines après, à Hastings, Guillaume le Conquérant écrasera Harold Godwinson, qui utilisera lui aussi le mur de bouclier pour défendre la colline de Senlac. Mais cette fois, les Normands briseront la formation. 1066 marquera la fin de l'ère viking. Pourtant, pendant 3 siècles, le Skjaldborg a dominé les champs de bataille européens. Comment une simple formation défensive est-elle devenue l'arme la plus redoutée du Moyen Âge? Pourquoi les chroniqueurs médiévaux tremblaient-ils en décrivant ce mur humain? Et surtout, comment les Vikings ont-ils transformé un assemblage de planches de bois en une machine de guerre terrifiante? Pour comprendre le mur de bouclier, il faut d'abord comprendre le bouclier viking lui-même. Pas ces énormes planches de chêne qu'on voit dans les films. Non, le bouclier viking est un chef-d'œuvre d'ingénierie simple mais redoutable. Entre 60 et 90 cm de diamètre, du tilleul, du peuplier ou de l'aulne, des bois légers mais résistants. Une épaisseur de moins d'1 centimètre, parfois renforcée au centre. Et surtout, cet ambo métallique, cette bosse en fer au milieu qui protège la main et transforme le bouclier en arme contondante. Derrière, une simple poignée horizontale. C'est tout. Certains boucliers sont peints de couleurs vives, rouge pour la force, bleu pour la protection, jaune pour la richesse. Des motifs géométriques, des spirales, parfois des runes. Mais sur le champ de bataille, ces décorations disparaissent vite sous le sang et la boue. Le secret de ce bouclier, c'est sa légèreté. 3 kilos maximum. Un guerrier peut le manier d'une main pendant des heures sans se fatiguer. Il peut bloquer, frapper, pousser, feinter. Le bouclier n'est pas passif, c'est une arme active. Les expériences menées par des archéologues modernes avec des répliques l'ont prouvé. Ces boucliers encaissent des coups terribles. Une hache danoise peut fendre l'umbo, mais le bois absorbe l'impact. Le bouclier se fissure, se déforme, mais il tient. 1, 2, 3 coups. Parfois 10 avant de se briser complètement. Et c'est là que le mur de bouclier prend tout son sens. Un bouclier seul, c'est bien. 50 boucliers assemblés, c'est invincible. Le Skjaldborg n'est pas une invention viking. Les Grecs avaient leurs phalanges, les Romains leurs testudo. Mais les Vikings ont perfectionné le concept avec une efficacité brutale. La formation commence par le choix du terrain. Les commandants vikings ne sont pas idiots. Ils cherchent des positions où l'ennemi ne peut pas les contourner. Une crête étroite, un pont, un passage entre une rivière et un marais. À Fulford, Harald Hardrada a choisi un corridor de 600 mètres de large entre la rivière Ouse et les terres marécageuses. Les Anglais ne pouvaient attaquer que de front. Ensuite vient le placement des hommes. La première ligne, c'est l'élite. Les guerriers aguerris. Ceux qui ont déjà vu 20 batailles. Pas question de mettre des novices là-devant. Un seul homme qui panique et tout le mur s'effondre. Ces vétérans se connaissent, se font confiance. Souvent, ils viennent du même village, de la même famille. Cette cohésion sociale devient cohésion militaire. Les hommes se placent épaule contre épaule. Leurs boucliers se chevauchent, le bord gauche du bouclier recouvrant le bord droit du voisin.
Chaque guerrier protège ainsi son camarade tout en étant protégé. La main droite tient l'arme, épée, hache ou lance. La main gauche contrôle le bouclier. Derrière la première ligne, 4 autres rangs, parfois 5. Les hommes du deuxième rang peuvent frapper par-dessus les épaules de leurs camarades avec des lances longues. Ceux du troisième rang poussent, ajoutent leur poids à la formation. Les derniers rangs remplacent les blessés, maintiennent la pression, empêchent les premiers de reculer. Cette formation peut atteindre plusieurs centaines d'hommes de large, un mur vivant qui s'étend sur toute la largeur du champ de bataille. Face à cette muraille hérissée de fer, l'ennemi hésite. Et c'est déjà une victoire psychologique. Avant même le premier coup, le mur de bouclier tue. Pas physiquement, mais mentalement. Les Vikings le savent et l'utilisent. Le spectacle commence par le bruit. Les guerriers frappent leurs armes contre leurs boucliers. Un rythme régulier, obsédant. Boum, 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 des centaines d'hommes en même temps. Le sol tremble, l'air vibre, les oiseaux s'envolent et ce bruit continue, encore et encore, jusqu'à ce que les nerfs de l'ennemi commencent à lâcher. Puis viennent les cris, pas des hurlements désordonnés, non, des chants de guerre coordonnés. Les Vikings connaissent leurs sagas, leurs poèmes héroïques. Ils chantent les exploits d'Odin, les batailles légendaires, les héros morts au combat et festoyant maintenant au Valhalla. Ces chants rappellent à chaque guerrier pourquoi il se bat, pour la gloire éternelle. Et au milieu de ce vacarme, il y a eux, les berserkers et les Ulfednar, les guerriers fauves. Vêtus de peau d'ours ou de loup, ils hurlent comme des bêtes enragées. Certains mordent leurs boucliers jusqu'à ce que leurs dents saignent. D'autres se frappent à la poitrine avec leurs poings. Leur fureur n'est pas feinte. Ces hommes sont entrés dans le Berserksgang, cette transe guerrière qui les rend insensibles à la douleur et avides de sang. Les chroniqueurs chrétiens, qui observent ces scènes depuis les monastères pillés, écrivent que ces guerriers sont possédés par des démons. Comment expliquer autrement qu'un homme puisse continuer à se battre avec 3 flèches plantées dans le corps? Comment comprendre qu'un guerrier puisse déchirer la gorge d'un ennemi avec ses dents? La vérité est plus prosaïque, mais tout aussi terrifiante. Certains berserkers consomment des champignons hallucinogènes, notamment l'amanite tue-mouche. D'autres boivent de grandes quantités d'hydromel fermenté avant la bataille. Mais la plupart entrent simplement dans un état de transe par des techniques chamaniques. Jeûne, privation de sommeil, danse rituelle. Le résultat est le même. Des hommes qui ne craignent pas la mort et ne ressentent pas la douleur. Face aux murs de boucliers, face aux berserkers qui bondissent en hurlant, de nombreuses armées se brisent avant même le contact. Les chroniques médiévales racontent comment des levées paysannes se débandent et fuient en jetant leurs armes. Même des guerriers aguerris hésitent, et cette hésitation est fatale. Mais que se passe-t-il quand l'ennemi tient bon et que les 2 formations se percutent? Le premier choc est violent. Imaginez 2 trains qui se rentrent dedans. Les premières lignes s'entrechoquent avec un fracas de bois brisé, de métal qui grince, de cris de douleur et de rage. Les hommes poussent de toute leur force. Les boucliers se heurtent, glissent, se coincent. Les pieds cherchent une prise dans la boue. C'est une guerre de poussée. Chaque guerrier utilise son poids, l'inertie de la ligne derrière lui pour faire reculer l'adversaire. Les Vikings du deuxième rang appuient leurs boucliers contre le dos de ceux du premier rang, ajoutant leur force. C'est une bataille de rugby géante où perdre 1 mètre de terrain peut signifier la défaite. Pendant ce temps, les armes cherchent les failles. Les lanciers du deuxième rang frappent par-dessus les épaules de leurs camarades. Ils visent les visages, les gorges, tout ce qui n'est pas protégé par le mur de boucliers adverse. Les épées et les haches s'abattent sur les boucliers ennemis, cherchant à les briser, à créer des ouvertures. L'umbo du bouclier devient une arme. En poussant, le guerrier viking peut frapper l'adversaire avec cette bosse métallique. Un coup bien placé brise un nez, fend un crâne, déséquilibre un ennemi. Et dès qu'un homme tombe, le mur se resserre pour combler l'espace. Cette phase peut durer des minutes, parfois des heures. C'est un test d'endurance autant que de force. Les bras brûlent, les jambes tremblent, la sueur coule dans les yeux, les boucliers deviennent de plus en plus lourds. Les blessures s'accumulent, coupures, contusions, os brisés. Et c'est là que la profondeur du Skjaldborg fait toute la différence.
Les hommes fatigués du premier rang peuvent reculer, remplacés par des guerriers frais du deuxième ou troisième rang. L'ennemi, lui, n'a peut-être qu'une ou deux lignes. Quand ces hommes fatiguent, personne ne vient les relever. Progressivement, inexorablement, le mur viking avance, mètre par mètre. Les adversaires reculent, perdent leur cohésion. Des trous apparaissent dans leur formation. Et c'est à ce moment que le Skjaldborg devient offensif. Un mur de bouclier n'est pas qu'une barrière défensive, c'est une machine à broyer l'ennemi. Et quand la formation adverse commence à se fissurer, les Vikings ont plusieurs techniques pour exploiter ces failles. La première, c'est la poussée coordonnée. Sur un signal du chef, toute la formation pousse en même temps. Un effort massif, concentré. L'ennemi, déjà épuisé, cède. Sa ligne se brise, des hommes tombent, piétinés par leurs propres camarades. D'autres paniquent et fuient. Et une fois que la panique commence, elle se propage comme un feu de forêt. La deuxième technique est le Svinfylking, le groin de sanglier. C'est une formation en coin, une variante offensive du mur de bouclier. Les meilleurs guerriers se placent à la pointe du triangle. Derrière eux, chaque rang compte un homme de plus, créant une formation qui ressemble au museau d'un sanglier. Cette formation concentre une force énorme sur un point précis de la ligne ennemie. C'est comme enfoncer un coin dans une bûche pour la fendre. Le Svinfylking frappe, perce, s'enfonce dans les rangs adverses. Les guerriers élargissent la brèche, permettant à ceux derrière de s'engouffrer. La ligne ennemie se sépare en deux. Chaque moitié, isolée, peut être encerclée et détruite. L'invention de cette tactique est attribuée à Odin lui-même dans la mythologie nordique. Les sagas racontent que le dieu de la guerre l'a enseigné aux premiers rois scandinaves. Vrai ou non, le Svinfylking est redoutablement efficace. Les chroniques mentionnent des formations de 20 à 30 guerriers d'élite qui chargent en coin et brisent des lignes de plusieurs centaines d'hommes. À Fulford, Harald Hardrada utilise une variante de cette tactique. Il place volontairement ses guerriers les moins expérimentés sur son flanc droit, dans le marais. Les Anglais, voyant cette faiblesse apparente, concentrent leur attaque là. Ils percent la ligne norvégienne, poussent les Vikings dans la boue. Victoire! Ou du moins, c'est ce qu'ils croient. Mais pendant qu'ils s'enfoncent dans ce piège, Harald fait pivoter ses meilleurs guerriers, ceux qu'il a gardés près de la rivière sur terrain ferme. Ces vétérans attaquent les Anglais de flanc. Pris au piège entre le marais derrière eux, la rivière sur un côté et les Vikings devant, les soldats d'Edwin et Morcar n'ont nulle part où fuir. C'est un massacre. Mais le Skjaldborg n'est pas invincible. Ses faiblesses sont bien connues et les ennemis des Vikings ont appris à les exploiter. La première vulnérabilité, ce sont les projectiles. Un mur de bouclier est conçu pour le combat rapproché. Face à des archers, des frondeurs ou des lanceurs de javelots, la formation devient une cible facile. Les flèches tombent en pluie sur les boucliers levés. Certaines trouvent les interstices entre les boucliers. D'autres frappent les jambes, les pieds, tout ce qui dépasse de la muraille de bois. Les Vikings le savent. C'est pourquoi ils évitent de former le Skjaldborg à découvert face à une armée d'archers. Ils attendent d'être plus près, ils cherchent un couvert, ou ils envoient leurs propres tireurs pour supprimer ceux de l'ennemi avant de former la muraille. La deuxième faiblesse, c'est le terrain. Un mur de bouclier a besoin d'un sol relativement plat et stable. Sur un terrain accidenté, les hommes ne peuvent pas rester en formation serrée. Les boucliers ne s'alignent plus correctement. Des trous apparaissent. Sur une pente raide, ceux du bas ont un avantage énorme sur ceux du haut, qui doivent frapper vers le bas tout en tenant leur bouclier. C'est ce qui se passe à Hastings. Harold Godwinson et ses anglo-saxons forment un mur de boucliers au sommet de la colline de Senlac. Position défensive parfaite. Les Normands de Guillaume doivent attaquer en montant, ce qui les épuise. Leur première charge se brise sur le mur saxon. Mais Guillaume est malin. Il feint des retraites. Les Saxons, croyant à une vraie fuite, brisent leur formation et se lancent à la poursuite. La cohésion du mur disparaît. Et quand les Normands se retournent et contre-attaquent, les Saxons isolés se font massacrer. La troisième faiblesse, c'est la durée. Maintenir un mur de bouclier demande une discipline et une endurance incroyables. Les bras fatigués laissent tomber les boucliers. Les jambes tremblantes ne peuvent plus pousser. L'esprit s'épuise à rester concentré sous le stress du combat.
Les expériences modernes montrent qu'un mur de bouclier avec une seule ligne de profondeur s'effondre en quelques minutes. Avec 2 lignes, il peut tenir une demi-heure. Avec 3 ou 4, plusieurs heures. Mais même alors, c'est l'épuisement qui finit par détruire la formation, pas nécessairement l'ennemi. C'est là que la différence entre amateur et professionnel devient évidente. Une levée paysanne, composée de fermiers qui se battent quelques jours par an, ne peut pas maintenir le Skjaldborg longtemps. Mais les huskarls saxons, les gardes d'élite qui s'entraînent toute l'année, peuvent tenir des heures. Et les berserkers vikings, avec leur fureur qui annule la fatigue, sont encore plus redoutables. La 4e faiblesse, la plus critique, c'est la mobilité. Un mur de bouclier ne peut pas courir. Il avance lentement, péniblement. S'il essaie d'aller trop vite, la formation se désorganise. Face à des ennemis très mobiles, comme des cavaliers ou des troupes légères qui harcèlent puis se replient, le Skjaldborg est impuissant. Les Vikings le compensent par leur usage du terrain. Ils choisissent des positions où l'ennemi ne peut pas les contourner. Ils protègent leurs flancs avec des obstacles naturels, rivières, marais, falaises. Et quand ils sont obligés de se battre en terrain ouvert, ils forment parfois un cercle, un ring, où chaque point du périmètre est un mur de bouclier. Cette formation peut résister à des attaques de toutes les directions, mais elle est purement défensive et condamnée à terme si des renforts n'arrivent pas. Comment devient-on capable de tenir sa place dans un mur de bouclier? La réponse est simple, entraînement brutal et constant. Dans la société viking, tout homme libre doit posséder des armes et savoir s'en servir. C'est la loi. Dès l'enfance, les garçons apprennent à se battre. Pas avec des épées et des haches au début, mais avec des bâtons. Ils s'entraînent à frapper, à parer, à garder leur équilibre. La chasse leur enseigne le courage et la précision. À l'adolescence, l'entraînement devient sérieux. Le jeune homme reçoit son premier vrai bouclier, parfois sa première arme. Il rejoint un groupe de guerriers plus âgés qui vont lui apprendre les bases. Comment tenir le bouclier à la bonne hauteur, ni trop haut, ni trop bas. Comment le positionner pour protéger à la fois soi-même et le camarade à côté. Comment pousser en utilisant tout le corps, pas seulement les bras. Comment frapper par-dessus le bouclier, comment viser les ouvertures. L'entraînement au Skjaldborg est collectif. Les hommes d'un village ou d'un clan s'entraînent ensemble. Ils apprennent à se coordonner, à sentir les mouvements des autres sans avoir à regarder. Quand celui de gauche pousse, on pousse aussi. Quand celui de droite recule, on maintient la ligne pour le protéger. Cette chorégraphie de la violence devient instinctive. Les exercices sont répétitifs et épuisants. Former le mur. Avancer ensemble. Tenir la poussée. Reculer en bon ordre. Combler les trous quand un homme tombe. Encore et encore, jusqu'à ce que chaque mouvement soit gravé dans la mémoire musculaire. Et puis il y a le combat réel. Les jeunes guerriers partent en raid avec les plus expérimentés. Ils voient leur premier mort. Ils tuent leur premier ennemi. Ils apprennent que la bataille réelle n'a rien à voir avec l'entraînement. Le bruit, l'odeur du sang et des excréments, la peur qui tord les tripes. Ceux qui survivent aux premières batailles deviennent des vétérans. Ceux qui paniquent sont tués ou déshonorent leur famille. Pour les élites, l'entraînement est encore plus intense. Les huskarls, ces gardes professionnels qui servent les rois et les jarls, s'entraînent tous les jours, pas seulement aux armes, mais aussi à la résistance physique. Ils portent leurs boucliers et leurs armes pendant des heures pour développer l'endurance. Ils pratiquent la glima, la lutte islandaise, pour améliorer leur équilibre et leur force. Et les berserkers suivent un chemin encore plus extrême. Leur entraînement inclut des rituels chamaniques. Isolement dans la forêt pendant des jours. Jeûne jusqu'à l'hallucination. Danse rituelle jusqu'à l'épuisement. Ils apprennent à entrer dans le berserksganger, cette transe qui décuple leurs capacités mais les rend aussi imprévisibles et dangereux pour leurs propres alliés. Les rois scandinaves utilisent ces berserkers comme troupes de choc. Ils les placent en première ligne ou à la pointe du Svinfylking, mais ils les craignent aussi. Les sagas racontent comment certains berserkers, après la bataille, continuent à tuer dans leur frénésie, incapables de distinguer amis et ennemis. D'autres sombrent dans des dépressions profondes, hantés par leurs actes. Beaucoup finissent par être bannis ou exécutés.
En 1015, le roi Erik Håkonsson de Norvège déclare les berserkers hors la loi. Trop de guerriers abusaient de leur statut, défiant des hommes riches en duel pour s'emparer de leurs biens et de leurs femmes. L'Islande suit en 1123, bannissant pour 3 ans tout homme identifié comme berserk. Avec la christianisation de la Scandinavie, ces pratiques païennes sont de plus en plus rejetées. Mais en leur temps, les berserkers étaient l'incarnation même de la terreur viking. Et le mur de bouclier était leur terrain de jeu. L'histoire du mur de bouclier est écrite dans le sang de dizaines de batailles. Chacune révèle un aspect différent de cette tactique. Lindisfarne, 793. Le raid qui marque le début de l'ère viking. Les moines de ce monastère isolé sur la côte nord-est de l'Angleterre ne s'attendent pas à une attaque. Les dracars apparaissent à l'aube. Les Vikings débarquent et forment rapidement un mur de boucliers devant l'entrée du monastère. Pas de défenseurs armés pour les affronter. Ils enfoncent les portes et pillent les trésors accumulés pendant des siècles. Les moines sont massacrés ou capturés comme esclaves. La nouvelle de cette profanation choque toute la chrétienté. C'est le début d'une terreur qui va durer 3 siècles. Ashdown 871. Alfred le Grand, roi du Wessex, affronte une grande armée viking. Les 2 camps forment leur mur de boucliers sur une colline. Alfred divise ses forces en 2. La première attaque se fait repousser. Mais pendant que les Vikings savourent leur victoire, la seconde division d'Alfred frappe leur flanc exposé. Le mur viking se brise. C'est une des rares défaites vikings en Angleterre pendant cette période. Maldon, 991. Le comte Byrhtnoth et ses hommes défendent un pont contre une armée viking. Position parfaite. Le pont est si étroit qu'un seul homme peut le bloquer. Les Vikings ne peuvent pas passer. Mais Byrhtnoth, par orgueil ou sens de l'honneur, leur permet de traverser pour livrer une vraie bataille. Erreur fatale. Sur terrain ouvert, le mur viking écrase les Saxons. Byrhtnoth est tué. Le roi Ethelred le malavisé doit payer le Danegeld, un tribut énorme, pour éviter d'autres raids. Fulford Gate, 20 septembre 1066. Nous l'avons déjà évoqué, mais cette bataille mérite qu'on s'y attarde. Harald Hardrada a passé sa vie à se battre. Mercenaire à Byzance, roi de Norvège, il a 51 ans et plus de 30 ans d'expérience militaire. Face à lui, Edwin et Morcar sont jeunes et inexpérimentés. Ils ont le nombre, mais pas le talent. La bataille commence mal pour les Anglais. Leur attaque initiale contre le flanc faible des Vikings réussit trop bien. Ils s'enfoncent dans le marais en poursuivant les guerriers norvégiens qui reculent. Ils ne voient pas le piège se refermer. Les vétérans de Harald, positionnés sur le terrain ferme près de la rivière, pivotent et frappent. Le mur de boucliers norvégien se forme sur le flanc exposé des Anglais. Les sources décrivent comment les rivières se sont remplies de cadavres. Comment le sang a teinté l'eau jusqu'à la mer du Nord, à des kilomètres de là. C'est probablement exagéré, mais cela montre l'ampleur du massacre. 2 royaumes anglo-saxons perdent l'essentiel de leurs forces militaires en 1 heure. Stamford Bridge, 25 septembre 1066. 5 jours plus tard, le destin frappe Harald Hardrada. Harold Godwinson, le roi d'Angleterre, a fait marcher son armée 300 km en 4 jours. Un exploit incroyable. Il surprend les Vikings alors qu'ils se reposent, sans leurs armures, leurs armes restées sur les bateaux à 30 km de là. La bataille aurait dû être un massacre rapide. Mais les sagas racontent qu'un seul berserker a tenu le pont de Stamford à lui seul. Armé d'une énorme hache, il tue 40 Anglais avant qu'un soldat astucieux ne passe sous le pont dans une barque et ne le poignarde par en dessous. Cette histoire est probablement embellie, mais elle montre la valeur mythique accordée à ces guerriers. Une fois le pont forcé, les Vikings forment un mur de boucliers sur une crête. Mais ils sont trop peu nombreux, trop peu armés, trop fatigués. Harald Hardrada prend une flèche dans la gorge. Tostig refuse de se rendre et continue à se battre. Les renforts vikings arrivent de Rikal en courant 30 km avec leurs armures. Ils sont épuisés avant même d'atteindre le champ de bataille. Le mur saxon les broie. Des 300 navires vikings qui sont venus en Angleterre, seulement 24 sont nécessaires pour ramener les survivants en Norvège. C'est la fin de l'ère des grandes invasions vikings. Hastings, 14 octobre 1066.
3 semaines après Stamford Bridge, Harold Godwinson doit repartir vers le sud. Guillaume le Conquérant a débarqué dans le Sussex. L'armée anglaise est épuisée, diminuée. Beaucoup de vétérans sont morts dans le nord. Mais Harold n'a pas le choix. Sur la colline de Senlac, les Anglo-Saxons forment leur mur de boucliers. Position défensive parfaite. Les Normands doivent attaquer en montant. Leur première charge se brise. La cavalerie normande ne peut rien faire contre la muraille de bois et d'acier. Mais Guillaume est patient et rusé. Il ordonne des retraites feintes. Les Saxons, voyant l'ennemi fuir, brisent leur formation pour les poursuivre. Grossière erreur. Les Normands se retournent et massacrent les poursuivants isolés. Progressivement, le mur saxon se dégrade, s'affaiblit. La bataille dure toute la journée. À la fin de l'après-midi, Harold est tué. Les sources diffèrent, une flèche dans l'œil selon la tapisserie de Bayeux, taillée en pièces par des chevaliers normands selon d'autres récits. Peu importe, le roi est mort. Le moral saxon s'effondre, le mur se brise. Guillaume sera couronné roi d'Angleterre à Noël. 1066 n'est pas seulement l'année de 3 grandes batailles, c'est l'année qui marque la fin d'une époque. Les Vikings ne lanceront plus jamais de grandes invasions en Europe occidentale. Le mur de bouclier restera une tactique utilisée pendant des décennies, mais son époque de domination est terminée. Le Skjaldborg ne meurt pas en 1066, mais il change. Les leçons de Hastings sont apprises. Les commandants comprennent que la discipline pure ne suffit plus. Il faut de l'adaptabilité. Les croisades apportent de nouvelles influences. Les chevaliers européens qui se battent au Proche-Orient rencontrent des tactiques différentes. Ils voient comment les Sarrasins utilisent la mobilité, comment les archers à cheval harcèlent les formations statiques. À leur retour, ils adaptent leurs propres méthodes. Le mur de bouclier évolue vers des formations plus flexibles. On garde l'idée de base, des hommes serrés derrière leurs boucliers. Mais on ajoute des troupes légères sur les flancs pour empêcher l'encerclement. On intègre mieux les archers qui tirent par-dessus le mur ou depuis les côtés. On développe des signaux pour permettre à la formation de pivoter, de se scinder, de se reformer rapidement. Les boucliers eux-mêmes changent. Le rond viking cède progressivement la place aux boucliers en amande, puis aux boucliers triangulaires normands. Ces nouvelles formes offrent une meilleure protection du corps, tout en étant plus légers. L'umbo diminue ou disparaît. Les boucliers deviennent plus grands, plus longs, couvrant du cou aux genoux. Avec l'armure qui devient plus commune et plus efficace parmi les nobles et les chevaliers, le rôle du bouclier change. Il n'est plus l'unique protection, mais un complément. Cela permet de nouvelles tactiques. Un chevalier en armure complète peut charger en avant, sachant que même si son bouclier se brise, il est encore protégé. Mais pour l'infanterie commune, le mur de bouclier reste la meilleure défense contre la cavalerie. Les piques et les hallebardes remplacent progressivement les lances courtes vikings. Ces armes longues peuvent atteindre les cavaliers avant que leurs lances ne frappent. Et derrière ce hérisson de piques, les boucliers forment toujours un mur. Au XIVe et XVe siècle, l'infanterie suisse et les piquiers allemands perfectionnent cette approche. Leurs formations carrées de piques sont presque impossibles à briser par la cavalerie. Et quand 2 formations de piques se rencontrent, le résultat ressemble beaucoup aux anciennes batailles vikings, une poussée lente, brutale, où l'endurance et la cohésion décident du vainqueur. Puis arrivent les armes à feu. Les arquebuses et les mousquets changent tout. Une balle peut percer n'importe quel bouclier. Les formations serrées deviennent des cibles faciles. Le mur de bouclier, qui a dominé les champs de bataille pendant plus de 1000 ans, devient obsolète en quelques générations. Mais son héritage perdure. Les tactiques modernes de l'infanterie en ligne, les formations en carré contre la cavalerie, l'importance de la cohésion et de la discipline, tout cela descend directement du Skjaldborg viking. Les policiers anti-émeutes utilisent encore des boucliers en formation serrée. Les principes restent les mêmes. Rester groupé, protéger ses camarades, avancer ensemble. Le mur de bouclier n'est pas qu'une tactique militaire. C'est un symbole qui imprègne toute la culture scandinave de l'époque viking. Dans les sagas islandaises, les plus grandes batailles sont décrites en termes de murs de boucliers qui s'affrontent. Les héros se distinguent en tenant leur position dans le Skjaldborg malgré les blessures. Mourir dans le mur est une mort honorable. Fuir, briser la formation par lâcheté, c'est le déshonneur ultime. La poésie skaldique, cette forme complexe de vers nordique, utilise constamment des métaphores guerrières.
Un bouclier n'est pas simplement un bouclier, c'est l'arbre de bataille, la lune du guerrier, le toit des épées. Le mur de bouclier devient le mur d'Odin, la forêt de fer, la barrière du destin. Ces poèmes ne sont pas de simples ornements littéraires. Ils sont chantés avant et pendant la bataille. Ils rappellent aux guerriers leurs ancêtres héroïques, leurs obligations envers leur seigneur et leur clan. Ils transforment le combat en un acte quasi religieux, une offrande aux dieux de la guerre. Car Odin, le père de tous les dieux dans la mythologie nordique, est avant tout un dieu de bataille. Il chevauche Sleipnir, son cheval à 8 pattes, au-dessus des champs de bataille, choisissant les guerriers qui tomberont et rejoindront son armée au Valhalla. Les Valkyries, ses filles, emportent les morts glorieux. Mourir en combattant dans le mur de bouclier, c'est attirer l'attention d'Odin. Cette dimension religieuse explique pourquoi les berserkers sont tolérés malgré leur comportement perturbateur. Ils sont vus comme les champions personnels d'Odin, possédés par le dieu lui-même pendant la bataille. Leur fureur n'est pas simplement de la rage humaine, c'est l'incarnation de la fureur divine. Avec la christianisation de la Scandinavie au Xe et XIe siècle, ces croyances sont progressivement supprimées. Les nouveaux rois chrétiens voient les berserkers et leur culte d'Odin comme une menace à l'ordre social. Les lois contre eux se multiplient. Les derniers berserkers sont chassés, tués ou convertis de force. Mais le mur de bouclier survit à cette transition religieuse. Il devient une tradition militaire déconnectée de son contexte païen. Les housecarls chrétiens qui se battent à Hastings utilisent le skjaldborg aussi efficacement que leurs ancêtres païens. La tactique transcende la religion. Dans la culture populaire moderne, le mur de bouclier est devenu iconique. Films, séries, jeux vidéo, tous montrent des Vikings formant leur bouclier. Souvent avec des libertés créatives, des boucliers trop grands, des formations impossibles, des guerriers qui bondissent hors du mur sans raison. Mais l'image reste puissante. Le skjaldborg représente la détermination collective, la force de l'unité, la victoire de la discipline sur le chaos. Les reconstitutions historiques et les expériences archéologiques ont permis de redécouvrir comment fonctionnait vraiment le mur de bouclier. Des groupes en Scandinavie, en Angleterre, en Allemagne pratiquent le combat avec des répliques de boucliers vikings. Ils ont appris ce que les sources médiévales ne disent pas clairement. Comment positionner les pieds? Quelle pression exercer? Comment respirer sous l'effort? Ces reconstituteurs ont confirmé ce que les archéologues soupçonnaient: maintenir un skjaldborg est épuisant. Après 10 minutes de poussée active, même des athlètes modernes sont vidés. Les Vikings de l'époque, habitués aux travaux physiques durs, étaient probablement plus endurants, mais même eux avaient leurs limites. Ils ont aussi découvert que les boucliers en bois se détruisent rapidement. Après une bataille simulée d'une demi-heure, la plupart des boucliers sont fendus, cabossés, inutilisables. Cela explique pourquoi les Vikings transportaient toujours des boucliers de rechange sur leurs navires et pourquoi les récits mentionnent régulièrement que les guerriers changent de bouclier plusieurs fois pendant une bataille prolongée. Le mur de bouclier n'est pas une invention uniquement viking ou scandinave. C'est une solution tactique universelle au problème de la guerre d'infanterie. Partout où des hommes à pied se battent avec des armes de mêlée et des boucliers, des formations similaires apparaissent. Les Grecs anciens utilisaient la phalange, une formation encore plus rigide que le skjaldborg. Les hoplites se tenaient épaule contre épaule, leurs lourds boucliers ronds formant un mur. La différence principale était l'armement. Les Grecs utilisaient des lances longues tenues à 2 mains, ce qui nécessitait des boucliers attachés au bras plutôt que tenus par une poignée. La phalange grecque était terrifiante en terrain plat, mais vulnérable sur un terrain accidenté. Les Romains développèrent plusieurs formations de boucliers. La plus célèbre est le testudo, la tortue. Les soldats des premières lignes tenaient leurs boucliers devant eux. Ceux sur les côtés les tenaient vers l'extérieur. Et ceux au milieu levaient leurs boucliers au-dessus de leur tête. Cette carapace de bouclier protégeait contre les projectiles, mais était trop lente et rigide pour le combat rapproché. Les Romains utilisaient aussi des formations plus simples, similaires au skjaldborg, dans leurs batailles contre les tribus germaniques. Ces mêmes tribus germaniques, ancêtres des Vikings, avaient leur propre tradition de mur de bouclier. Le Schweinskopf, la tête de cochon,
était leur version du Svinfylking scandinave. Tacite, l'historien romain, décrit comment les Germains formèrent des murs compacts de boucliers et chargeaient en chantant leurs hymnes de guerre. En Angleterre anglo-saxonne, avant même les invasions vikings, la shield wall était la formation standard. Les huskarls saxons, ces guerriers professionnels, étaient entraînés dès l'enfance à tenir leur place dans le mur. Quand les Vikings arrivèrent, ils trouvèrent des adversaires qui connaissaient leur tactique et savaient comment y répondre. Plus à l'est, les Slaves utilisaient aussi des formations de boucliers. Les Varegs, ces Vikings qui descendirent les fleuves russes jusqu'à Byzance, apportèrent le Skjaldborg dans leur nouveau pays. Là-bas, il se mélangea avec les tactiques slaves et byzantines, créant des hybrides. À Byzance, la garde varangienne, composée principalement de guerriers scandinaves et anglo-saxons après Hastings, était célèbre pour son mur de boucliers. Ces exilés du Nord, qui avaient perdu leur royaume face aux Normands, trouvèrent un nouveau foyer au service des empereurs byzantins. Ils apportèrent avec eux leur tradition militaire. Pendant plus de 3 siècles, jusqu'en 1204, la garde varangienne et son mur de boucliers protégèrent les empereurs byzantins. En Afrique, les guerriers zoulous développèrent une formation similaire avec leurs larges boucliers en peau de bœuf. Leurs cornes de buffle, avec un centre qui tenait l'ennemi et des ailes qui l'encerclaient, rappellent les tactiques vikings d'utilisation du terrain et d'enveloppement. Au Japon, bien que les samouraïs soient plus connus pour leurs duels individuels, les ashigaru, fantassins communs, utilisaient des formations de boucliers et de lances. Leur yarigumi ressemble beaucoup au Skjaldborg dans sa structure et son fonctionnement. Cette convergence tactique montre quelque chose de fondamental sur la guerre humaine. Quand la technologie est similaire, des solutions similaires émergent. Le mur de bouclier n'est pas génial parce qu'il est complexe. Il est génial parce qu'il est simple, efficace et qu'il amplifie la force collective plutôt que l'héroïsme individuel. Les historiens et archéologues modernes ont utilisé diverses méthodes pour comprendre comment fonctionnait vraiment le mur de bouclier. Les sources écrites sont rares et souvent contradictoires. Les sagas islandaises, écrites des siècles après les événements, mélangent faits historiques et embellissements mythologiques. Les chroniques chrétiennes sont biaisées et peu fiables sur les détails tactiques. Alors les chercheurs se sont tournés vers l'archéologie expérimentale. Des groupes en Scandinavie, dirigés notamment par Rolf Warming au Danemark, ont recréé des boucliers vikings basés sur les découvertes archéologiques. Ils ont ensuite tenté de reconstituer le Skjaldborg. Les premiers tests avec un mur d'une seule ligne ont été décevants. La formation s'effondrait après quelques minutes de poussée. Les boucliers glissaient, les pieds perdaient leur appui. Les chercheurs ont compris que le Skjaldborg nécessitait au minimum 2 lignes, idéalement 3 ou 4. Avec une formation plus profonde, les résultats étaient spectaculaires. Le mur pouvait tenir pendant 20 à 30 minutes de poussée continue. Les boucliers, bien que frappés et abîmés, restaient fonctionnels. La clé était la coordination. Quand tout le monde poussait en même temps, au même rythme, la force collective était énorme. Les tests ont aussi révélé l'importance de la fatigue. Après 15 minutes, même les participants les plus forts commençaient à trembler. Leurs bras ne pouvaient mieux plus tenir le bouclier à la bonne hauteur. C'est cette fatigue, plus que les coups de l'ennemi, qui finissait par briser le mur. Dans une vraie bataille, les guerriers étaient probablement relayés régulièrement, les hommes frais du 2e ou 3e rang remplaçant ceux du 1er. Les expériences ont aussi montré la vulnérabilité aux projectiles. Des flèches tirées à courte distance perçaient régulièrement les boucliers en bois. Certaines traversaient complètement et blessaient les porteurs. Cela explique pourquoi les chroniques mentionnent que les Vikings essayaient toujours d'éviter les combats à distance et préféraient de fermer rapidement avec l'ennemi. Une découverte intéressante concernait le son. Un mur de boucliers en action est assourdissant. Le cliquetis des boucliers qui se heurtent, le fracas des armes, les cris des hommes, le niveau sonore dépasse 100 décibels. C'est l'équivalent d'un concert de rock. Dans ce vacarme, impossible de communiquer verbalement. Les commandants devaient utiliser des signaux visuels, lever une épée, baisser une lance, agiter un drapeau. Cette cacophonie explique aussi pourquoi les guerriers frappaient leurs boucliers avant la bataille. Ce n'était pas juste pour impressionner l'ennemi, c'était pour que chaque homme s'habitue au bruit,
pour qu'ils soient psychologiquement préparés au chaos sensoriel du combat. Les études biomécaniques ont analysé les blessures probables dans un combat de mur de bouclier. Les fractures du crâne et des os faciaux étaient communes, résultat des coups d'umbo ou de pommeau d'épée. Les blessures aux bras et aux mains étaient fréquentes, causées par des coups qui passaient par-dessus ou autour des boucliers. Les jambes et les pieds, exposés sous le bord du bouclier, étaient des cibles privilégiées. Mais la plupart des morts ne venaient pas pendant la phase de poussée. Ils venaient après, quand le mur se brisait et que la formation adverse s'effondrait. C'est la poursuite des fuyards qui causait le plus de pertes. Des hommes épuisés, qui jetaient leurs boucliers et leurs armes pour courir plus vite, étaient rattrapés et massacrés. C'est ce qui s'est passé à Fulford. La majorité des pertes anglaises se sont produites quand ils ont fui dans le marais. Cette compréhension scientifique du Skjaldborg ne diminue pas son impressionnante efficacité. Au contraire, elle montre à quel point les Vikings avaient développé une solution tactique parfaitement adaptée à leur technologie, leur entraînement et leurs objectifs militaires. Après 1066, le mur de bouclier viking continue d'exister, mais son importance décline progressivement. Plusieurs facteurs expliquent ce déclin. D'abord, la fin de l'expansion viking. Les royaumes scandinaves se stabilisent, se christianisent, se centralisent. Les grands raids de pillage cessent. Les Vikings deviennent des commerçants plus que des guerriers. L'économie change, la société change. Le besoin de grandes armées de pillards diminue. Ensuite, l'évolution de l'armement. Les arcs deviennent plus puissants. Les arbalètes apparaissent. Ces armes peuvent percer les boucliers en bois à des distances où les Vikings ne peuvent pas riposter. Les formations serrées deviennent vulnérables. La cavalerie évolue aussi. Les chevaliers en armure lourde, montés sur de puissants destriers, développent la charge en coin. Cette formation concentre une force énorme sur un point du mur de bouclier. Si la lance du chevalier ne perce pas, le cheval lui-même peut renverser plusieurs hommes. Face à des charges répétées de cavalerie lourde, le Skjaldborg tient rarement. Les tactiques s'adaptent. Les armées développent des formations mixtes, infanterie lourde au centre, cavalerie sur les flancs, archers en soutien. Le mur de bouclier devient un élément d'un système plus complexe plutôt qu'une tactique dominante. La technologie métallurgique progresse. Les armures deviennent plus communes et plus efficaces. Un chevalier en armure complète a moins besoin d'un bouclier. Le bouclier devient plus petit, plus léger, utilisé principalement pour parer plutôt que pour former un mur. Au XIIIe siècle, le Skjaldborg traditionnel a largement disparu des champs de bataille européens. Il survit sous des formes modifiées. Les formations de piquiers suisses et écossais gardent l'idée de base de la cohésion serrée, mais avec des armes différentes et des tactiques adaptées. Le dernier souffle du mur de bouclier vient peut-être des gardes varangiennes à Byzance. Même au XIIIe siècle, ces descendants des Vikings continuent à former leur formation traditionnelle. Mais après le sac de Constantinople en 1204 pendant la 4e croisade, la garde varangienne décline. Les dernières mentions datent du milieu du XIVe siècle. Avec eux disparaît la dernière survivance directe du Skjaldborg viking. La tactique qui a dominé l'Europe du Nord pendant 3 siècles s'éteint enfin. Mais elle ne meurt pas vraiment. Elle s'est simplement transformée, adaptée, intégrée dans de nouvelles doctrines militaires. Le principe de base, rester unis et se protéger mutuellement, reste valide à travers les âges. Aujourd'hui, plus de 1000 ans après l'apogée du Skjaldborg, son héritage reste visible. Pas sur les champs de bataille, mais dans notre imaginaire collectif et nos institutions. Les polices anti-émeutes du monde entier utilisent des formations de boucliers. Leurs boucliers sont en plastique renforcé, pas en bois. Leurs tactiques sont non létales, pas destinées à tuer. Mais les principes sont identiques, rester serrés, se protéger mutuellement, avancer ensemble, ne jamais briser la formation. Un CRS français ou un Bobby britannique en formation de bouclier applique des principes que les Vikings auraient immédiatement reconnus. Dans la culture populaire, le mur de bouclier fascine. La série Vikings le montre régulièrement, avec plus ou moins d'exactitude historique. Le film 13e guerrier présente une reconstitution impressionnante. Les jeux vidéo comme Total War ou For Honor permettent aux joueurs de commander des formations de Skjaldborg. Cette fascination vient en partie de la nostalgie pour un temps plus simple. Le combat rapproché, homme contre homme, bouclier contre bouclier,
semblent plus honorables que les guerres modernes avec leurs missiles et leurs drones. C'est une illusion, bien sûr. Le Skjaldborg était aussi brutal et sanglant que n'importe quelle bataille moderne. Mais l'image persiste. Les reconstitutions historiques attirent des milliers de participants. En Scandinavie, en Angleterre, en Allemagne, des groupes se réunissent régulièrement pour pratiquer le combat viking. Ils portent des répliques d'armure, manient des armes émoussées, forment leurs murs de boucliers. C'est un sport, un loisir, une passion. Mais c'est aussi une façon de se connecter au passé, de comprendre physiquement ce que leurs ancêtres ont vécu. Certains de ces reconstituteurs deviennent des consultants pour les films et les séries. Ils enseignent aux acteurs comment tenir un bouclier, comment se déplacer en formation, comment donner l'impression de vraies batailles. Grâce à eux, les représentations modernes du mur de bouclier sont de plus en plus réalistes. Dans l'éducation, le Skjaldborg est utilisé comme exemple de tactique militaire ancienne. Les écoles militaires étudient comment des forces apparemment primitives pouvaient dominer grâce à l'entraînement et la discipline. Les cours d'histoire utilisent les batailles vikings pour enseigner la stratégie, la logistique, l'impact de la géographie sur la guerre. Les archéologues continuent de découvrir de nouveaux sites vikings. Chaque découverte, un bouclier bien préservé dans une tourbière, un champ de bataille identifié par des détecteurs de métaux, apporte de nouvelles informations. Notre compréhension du Skjaldborg évolue constamment. En 2025, des chercheurs utilisent des simulations informatiques pour modéliser les batailles vikings. Ils entrent les données: nombre de guerriers, type de terrain, composition des forces. L'ordinateur simule la bataille des milliers de fois, testant différentes stratégies. Ces modèles confirment ce que les sources historiques suggéraient. Le mur de bouclier était optimal dans certaines conditions, mais vulnérable dans d'autres. Le mur de bouclier a aussi une signification métaphorique moderne. Dans le monde des affaires, former un mur de bouclier signifie se serrer les coudes face à une menace. Dans le sport, les équipes qui défendent comme un mur utilisent la même métaphore. L'idée que l'union fait la force, que la discipline collective bat l'héroïsme individuel, reste profondément ancrée dans notre culture. Les forces spéciales modernes, aussi high-tech soient-elles, enseignent toujours l'importance de la cohésion d'équipe. Un Navy SEAL ou un commando du GIGN apprend qu'il doit pouvoir faire confiance aveuglément à ses coéquipiers, exactement comme un guerrier viking dans le Skjaldborg. Les technologies changent, les armes évoluent, mais ce principe fondamental reste. Le mur de bouclier était plus qu'une simple formation militaire. C'était l'incarnation des valeurs vikings: courage, loyauté, discipline. C'était une façon de transformer des fermiers et des pêcheurs en guerriers redoutables. C'était le symbole d'une civilisation qui a marqué l'Europe pendant 3 siècles. Le Skjaldborg fonctionnait parce qu'il amplifiait la force collective. Un homme seul avec un bouclier et une épée peut être brave, mais il sera vaincu par 2 adversaires. 50 hommes en mur de bouclier deviennent une force quasi invincible. Le tout devient vraiment plus que la somme des parties. Cette leçon reste valide. Dans nos sociétés modernes, hyper individualistes, nous oublions souvent que les plus grands accomplissements viennent de l'action collective disciplinée. Les Vikings le savaient. Leur mur de bouclier en était la preuve vivante. Quand on se tient sur les sites de ces anciennes batailles, Fulford, Stamford Bridge, Hastings, on peut presque entendre le fracas des boucliers, les cris des guerriers, le chant des lames. Ces chants verts et paisibles ont été arrosés du sang de milliers d'hommes qui croyaient en leur cause, en leurs camarades, en leur droit de vaincre. Certains étaient des héros, d'autres, des mercenaires cupides. La plupart étaient simplement des hommes ordinaires pris dans les tourbillons de l'histoire. Mais pendant un instant, dans la furie du combat, derrière leurs boucliers, ils étaient invincibles. Le mur de bouclier est tombé il y a 1 millénaire, mais son écho résonne encore aujourd'hui. Chaque fois qu'un groupe uni fait face à une menace, chaque fois que des hommes et des femmes choisissent de se tenir ensemble plutôt que de fuir séparément, l'esprit du Skjaldborg renaît. Les Vikings sont morts, leurs dracars pourrissent au fond des mers, leurs épées rouillent dans les musées, leurs murs de boucliers se sont effondrés depuis longtemps. Mais l'idée, elle, vit toujours.
l'idée qu'ensemble, nous sommes plus forts, que la discipline bat le chaos, que le courage partagé surpasse la peur individuelle. C'est l'héritage du mur de bouclier. C'est ce que nous ont laissé ces guerriers nordiques qui terrifiaient l'Europe. Pas des techniques de combat obsolètes, mais un principe éternel. Le Skaldborg est tombé. Vive le Skaldborg!